Allez, on plonge tout de suite dans un décryptage fascinant. On va explorer une thèse sociologique, disons-le assez provocatrice, qui s'attaque aux racines profondes d'un conflit géopolitique qu'on connaît bien, les tensions en Espagne. Les documents qu'on analyse aujourd'hui nous offrent une grille de lecture vraiment inattendue. Ça va bien plus loin que la simple politique actuelle. C'est parti. La question centrale de cette analyse est assez vertigineuse. Comment est-ce qu'un décret qui date d'il y a plus de 500 ans pourrait expliquer une crise politique d'aujourd'hui ? C'est exactement l'angle de diagnostic que l'auteur nous propose. L'idée, c'est que cette fracture contemporaine n'est pas juste une crise récente. Ce serait en fait l'expression d'un schéma mental ultra tenace, carrément forgé au XVe siècle. Et pour bien capter l'ampleur de ce diagnostic, il faut d'abord regarder les symptômes actuels. Et justement, les chiffres posent le décor de façon implacable. Si on regarde une grande étude d'opinion de 2019, les résultats sont marquants. Les Catalans se retrouvent avec la note de sympathie la plus basse de toute l'Espagne, avec un score de 5,62 sur 10. Ils sont loin, très loin derrière les Basques ou les Andalous. Et le détail qui interpelle le plus, c'est qu'ils arrivent bon dernier quand on demande aux gens de choisir leur collègue de travail idéal. Évidemment, on reste purement factuel ici, on regarde juste les données. L'analyse met en lumière une marginalisation extrêmement claire dans l'opinion publique espagnole. La source insiste bien sur un point. On ne parle pas forcément d'une haine interpersonnelle ou consciente au quotidien. C'est beaucoup plus insidieux. Le texte décrit ça comme une animosité structurelle, très diffuse. Ça se manifeste de plein de manières. Ça va d'un certain mépris affiché pour la langue catalane, aux pressions pour parler espagnol dans l'espace public, jusqu'au fameux chant « Aporellos », qui veut dire en gros « allez les choper », qu'on a pu entendre contre la police envoyée en Catalogne en 2017. Le constat du document, c'est que cette méfiance est systémique. Bon, mais d'où vient-elle vraiment ? C'est là que le plongeon dans l'histoire devient passionnant. C'est à ce moment précis que l'auteur identifie ce qu'il appelle le vrai pathogène historique, la fameuse limpieza de sangre, ou la loi de pureté de sang. En fait, c'est un concept qui a marqué une rupture totale dans l'histoire de l'Europe. C'est un système pionnier, non pas de discrimination religieuse, mais carrément de discrimination biologique. En gros, la loi établissait que si on avait des ancêtres juifs ou morts, même en étant un chrétien ultra sincère, on était intrinsèquement inférieur et dangereux. C'est ni plus ni moins qu'une des toutes premières législations racistes institutionnalisées sur le continent européen. Et si on suit la chronologie, on voit une mécanique d'exclusion qui s'emballe complètement. Tout démarre en 1449 avec le premier décret de Tolède qui visait spécifiquement les convertis d'origine juive. Ensuite, la logique s'intensifie. En 1492, c'est l'expulsion massive des Juifs. Et puis un siècle plus tard, entre 1609 et 1614, c'est l'expulsion des Morisques. Ce qui ressort de cette chronologie, selon l'analyse, c'est cette frénésie hallucinante pour créer une identité homogène à tout prix, en éliminant les groupes les uns après les autres. Et derrière ça, il y a un mécanisme psychologique hyper profond. L'argument central de l'auteur ici, c'est que l'identité collective espagnole ne s'est pas construite sur ce qu'elle était elle-même, mais plutôt sur ce qu'elle excluait. C'est fascinant quand on y pense. La nation avait structurellement besoin de rejeter un autre pour se prouver à elle-même qu'elle était l'élu de Dieu. Il fallait un groupe à l'intérieur même du pays, différent culturellement et toujours un peu suspect, pour que la majorité puisse faire bloc et se sentir supérieure. Sauf qu'en expulsant 200 000 juifs en 1492, il s'est produit un phénomène majeur. Le texte appelle ça le grand vide. Alors oui, c'est une perte démographique et économique massive pour l'époque, mais l'auteur nous dit que c'est surtout un vide psychologique béant, parce que pendant des siècles, la société dominante s'était servie de cette minorité pour cimenter sa propre union. C'était leur bouc émissaire de service, un élément absolument indispensable à leur équilibre interne. Du coup, ça nous amène à une question inévitable, et c'est vraiment la clé de voûte de cette réflexion. Une fois que ces boucs émissaires d'origine ont disparu, qui allait boucher ce trou ? Si le logiciel mental de la société a absolument besoin d'un ennemi intérieur pour fonctionner et rester uni, qui allait devoir hériter de ce rôle si particulier ? Et nous y voilà. C'est la thèse centrale de ce décryptage et elle est pour le moins percutante. Selon le texte, les Catalans seraient devenus les Juifs de substitution. L'auteur affirme que ce n'est pas du tout un accident de l'histoire. Par pure nécessité symbolique, la minorité catalane a fini par hériter du rôle psychologique que jouait la population juive avant son expulsion. C'est décrit comme un besoin structurel absolu pour faire tenir une identité nationale qui, à la base, s'est bâtie sur l'exclusion. Et pour appuyer ça, les parallèles qui sont tracés entre les vieux stéréotypes historiques et ceux d'aujourd'hui sont vraiment troublants. Historiquement, on accusait les Juifs de monopoliser la finance. Aujourd'hui, on voit que les Catalans sont souvent caricaturés comme des marchands prospères qui exploitent le reste de l'Espagne. Le vieux cliché du calculateur, il devient le stéréotype du catalan avare et piingre. La langue ladino et les traditions d'antan trouvent un écho parfait avec la langue et les institutions catalanes actuelles. Et le fameux faux chrétien d'hier, dont la loyauté était toujours mise en doute, s'est transformé en faux espagnol perçu comme un séparatiste par nature. La symétrie point par point est presque chirurgicale. Toute l'essence de cette dynamique se résume super bien dans cette observation. On y retrouve l'idée très ancrée que les Castillans seraient historiquement des guerriers, portés sur la conquête militaire et la domination, et en face, les Catalans seraient des conquérants de l'économie, des marchands.
Le document rapporte cette idée très forte que la minorité se retrouve piégée dans la même dialectique qu'avant. Elle est jalousée pour sa réussite financière et en même temps détestée pour son identité. L'analyse pousse la comparaison encore plus loin, en assimilant les réactions de l'État actuel à une sorte d'inquisition moderne. Alors attention, on garde bien notre neutralité ici, notre but c'est juste de vous exposer la thèse de l'auteur. Mais selon lui, quand on regarde la criminalisation du mouvement indépendantiste, l'incarcération des leaders politiques, le recours à l'article 155 de la Constitution ou encore la façon dont certains médias dépeignent une minorité déloyale, eh bien tout ça obéirait à une logique vieille de plusieurs siècles. C'est toujours ce même besoin obsessionnel de traquer et de réprimer l'ennemi de l'intérieur. Tout ça nous amène au cœur d'un conflit purement existentiel. On a vraiment deux visions qui s'entrechoquent frontalement. D'un côté, on a la vision espagnoliste d'une nation unique, indivisible, où l'unité du territoire est vue comme une condition absolue de survie. De l'autre, on a la vision catalane, qui défend l'idée d'une nation distincte avec sa propre histoire, ses institutions et surtout le droit à l'autodétermination. La source insiste lourdement là-dessus, ces deux visions sont diamétralement irréconciliables. Accepter l'une, ça veut dire détruire l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'un choc existentiel profond et pas juste d'une petite querelle politique qu'on peut régler par une loi. Et c'est là qu'on comprend toute la fonction psychologique de cette animosité moderne. Vous vous souvenez des lois de pureté de sang dont on parlait? Elles permettaient aux paysans le plus pauvres de se sentir supérieurs aux convertis le plus aisés. Eh bien, d'après l'étude, la catalanophobie aujourd'hui remplit le même rôle. Ça permet de se sentir moralement au-dessus d'une minorité pourtant florissante. On entend tout le temps des formules comme « Ah, ils sont riches mais égoïstes » ou « Ils sont éduqués mais complètement arrogants ». En clair, on admire secrètement la réussite, mais on la condamne moralement pour conserver une sorte d'ascendant. C'est fou, non? Bon, avec un diagnostic historique aussi lourd, il y a forcément une question qui émerge. Est-ce qu'on peut vraiment guérir d'une pathologie identitaire qui traîne depuis des centaines d'années? Si le problème est carrément ancré dans le disque dur de la société depuis le XVe siècle, comment on fait pour traiter ça efficacement? Eh bien, la conclusion du texte ne fait pas dans le compromis. L'indépendance est perçue et argumentée comme la seule issue logique. L'auteur part du principe que la relation est devenue tellement toxique sur le plan structurel et les schémas d'exclusion tellement encastrés dans l'État qu'aucun dialogue politique ne suffira jamais. Pour lui, la séparation politique totale, la rupture, c'est le seul traitement qui tient la route. L'analyse détaille d'ailleurs très concrètement les bénéfices d'une séparation. Pour la Catalogne, l'objectif serait ultralibérateur. Il s'agirait de sortir une bonne fois pour toutes de ce rôle épuisant de bouc émissaire historique. L'idée, c'est de pouvoir enfin construire un État sans devoir passer son temps à justifier le simple fait d'exister et surtout d'échapper de manière permanente à la criminalisation de leur identité culturelle. Mais ce qui est hyper intéressant dans cette réflexion, c'est que la source affirme que ça serait aussi une énorme libération pour l'Espagne. Ça forcerait enfin le pays à regarder ses propres contradictions en face. L'Espagne pourrait ainsi se reconstruire une identité positive, saine, qui ne reposerait plus sur l'exclusion chronique d'une minorité. Le but final de cette séparation, ce serait paradoxalement d'arriver à des relations vraiment apaisées, basées sur un pied d'égalité entre deux États devenus pleinement souverains. Et pour synthétiser tout ça, l'ouvrage met en avant cette citation magistrale du philosophe Albert Memmi. Il écrit « Certaines relations sont structurellement pathologiques et ne peuvent être assainies que par la rupture ». Le message central du décryptage est clair comme de l'eau de roche. Face à un système qui tourne sur l'exclusion depuis des siècles, chercher des compromis en n'en plus finir est une pure illusion. Seule la rupture nette peut permettre la guérison des deux camps. Ce qui nous amène à la fin de cette plongée documentaire, et on reste avec une interrogation fascinante. Est-ce que certaines relations asymétriques ne peuvent vraiment trouver la paix qu'en se brisant ? C'est une réflexion universelle hyper puissante, au carrefour parfait de l'histoire, de la psychologie collective et de la géopolitique moderne. En tout cas, ça nous rappelle une chose essentielle, il faut parfois creuser les blessures d'il y a 500 ans pour comprendre les impasses politiques de notre monde d'aujourd'hui.